donc le plaisir de recevoir nous avons donc le plaisir de recevoir notre ami Michel Metz. Voilà, Michel Metz, notre amitié commence en 2012, où on faisait un reportage sur vous et vous nous disiez en 2012 justement que vous étiez omnipraticien jusqu'en 1988 pour décider de suivre le conseil de votre ami Philippe Caillatte et de vous lancer brutalement, progressivement en tous les cas dans cette activité implantaire et jusqu'à ce que devenir aujourd'hui votre activité exclusive d'implantologie dans votre cabinet de Strasbourg avec votre fille Anne-Claire et également le docteur Zettel. Voilà. Et c'est vraiment donc un plaisir de vous recevoir puisque vous êtes un conférencier international, vous êtes également un auteur sur la presse dentaire et on a eu le privilège, nous, en tant que magazine LS, de vous voir diriger un numéro spécial que vous avez édité avec nous qui s'appelait Sourire radieux à tout âge. Mais aujourd'hui, on va parler de bruxisme, on va parler de gérer le bruxisme pour nos restaurations implantaires et je vous laisse tout de suite la parole, Michel, pour votre webinaire. Merci beaucoup, Sophie. Vous m'entendez bien? Ça va? Très bien. Moi, je vous entends très bien. Je demande à tout le monde, s'il vous plaît, de laisser les micros coupés de façon à ce qu'on vous entende très bien toute la conférence. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Sophie. Ben, je vous remercie. Je remercie la revue LS, le journal de stomatologie que je connais effectivement depuis maintenant une petite dizaine d'années. C'est vrai qu'on a eu plaisir à collaborer ensemble avec Sophie. Et aujourd'hui, on va donc parler d'un sujet qui nous préoccupe tous dans notre activité quotidienne, que ce soit l'omnipratique d'ailleurs ou l'implantologie, c'est le bruxisme. Donc, le bruxisme a envahi nos vies il y a déjà de nombreuses années, mais je trouve personnellement, et mon équipe partage cet avis, et je voulais saluer d'ailleurs ma fille Anne-Claire et Natacha Zettel, que j'ai mis en médaillon en bas, qui travaillent avec moi. On travaillait donc à 3 dans notre cabinet à Strasbourg en pratiquant l'implantologie exclusive, la parodontologie aussi, bien sûr, de façon associée. Et ces dernières années, je dois dire qu'on a de plus en plus de phénomènes envahissants du bruxisme dans notre activité. Et il y a des répercussions qui nous concernent tous. Déjà, nous, au niveau de l'activité implantaire, chirurgicale, prothétique, mais vous aussi, en tant qu'omnipraticien, puisque c'est souvent vous qui allez gérer le patient après sur le long terme avec leur prothèse d'usage. Et c'est vrai que le bruxisme actuellement, dans les temps difficiles que nous vivons, non seulement liés à la situation sanitaire, mais le stress professionnel avec la demande de performance de plus en plus pressante et oppressante, font qu'on a de plus en plus de patients bruxeurs et pas seulement des patients âgés, des patients même relativement jeunes. Il n'est pas impossible qu'on ait des patients de 30-40 ans qui présentent déjà des signes de bruxisme importants. D'ailleurs, la littérature l'évoque très souvent et l'étude de Kinsel, que je détaillerai un petit peu dans quelques minutes, montre sur une étude de 150 patients suivis sur une demi-douzaine d'années qu'il y a quand même 43 bruxeurs sur 150 patients, c'est-à-dire en gros un patient sur 3, ce qui n'est pas du tout anodin. Alors, comment reconnaître un patient bruxeur? Bon, déjà, au niveau de la typologie, en général, c'est des patients qui ont des maxillaires relativement développés, même chez les sujets jeunes, même s'il n'y a pas encore de répercussions mécaniques en bouche. Un patient âgé comme celui-ci, vous voyez ma souris, Sophie? La petite souris là à droite? Ah, Sophie est partie. Boire un petit non, je suis là, vous inquiétez pas. J'ai coupé mon micro pour vous écouter, mais je vois très bien votre souris, il n'y a pas de souci. On voit très bien votre souris. Vous voyez, ce patient ici, relativement âgé, est devenu un faux prognate parce qu'il a perdu sa dimension verticale. Vous voyez, là aussi, on a des maxillaires très importants. Et c'est vraiment des questions qu'il faut se poser d'emblée et des discussions qu'il faut avoir avec nos patients quand nous pressentons des problèmes à venir dans ce contexte de bruxisme.
Au niveau buccal, l'examen buccal, on peut noter des abrasions dentaires, vous voyez, comme ici sur cette 47, pardon, des abrasions parfois très importantes, avec la perte de dimension verticale que je venais de vous évoquer, un parodonte souvent relativement épais, parfois des récessions. D'un point de vue radiologique, on a une caractéristique assez classique chez les bruxeurs, c'est que du fait de la fonction masticatoire occlusale très importante, on a en général un os qui est très charpenté, qui est généreux au niveau de la morphologie et qui a une densité largement supérieure à la moyenne, jusqu'à être défavorable. Vous voyez ici, vous avez un os classifié comme un os de type 1 dans l'école suédoise. Et ce sont des os qui sont parfois difficiles à implanter parce qu'ils ont un potentiel biologique relativement réduit. Au niveau prothétique, il est en général relativement aisé d'identifier un bruxeur. Vous avez ici en haut quelques images assez spectaculaires de l'effet de l'abrasion dû à l'arcane antagoniste. Ici, une prothèse amovible qui a 3 ans seulement, stabilisée par 2 boutons pression. Ici, un bridge transvissé qui n'a que 2 ans chez une patiente qui a vraiment d'énormes problèmes de bruxisme. Ici, une prothèse amovible stabilisée par 2 boutons pression, où on voit carrément parfaitement l'indentation des cuspides maxillaires dans les dents de prothétique du bas. Ici, une petite vidéo pour vous montrer que l'examen d'une prothèse amovible complète fait apparaître des facettes d'abrasion sur les dents prothétiques. Vous voyez ici au niveau de la molaire, par exemple. C'est un patient édenté complet qui est musicien, joueur d'instruments à vent, qui a besoin vraiment de toute sa capacité buccale pour pouvoir exercer correctement son art et qui est bien sûr demandeur en implant. Donc, vous allez le voir après, attention à ce qu'on va pouvoir lui proposer parce que si on est capable pour un patient de mettre déjà des abrasions telles sur une prothèse amovible, donc mobile, pas du tout stabilisée, il est à craindre que si on se retrouve avec une reconstruction fixe, rigide, ce qui est la caractéristique de nos traitements implantaires, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de la casse. Alors, qu'est-ce que c'est au niveau justement mécanique que les conséquences du bruxisme? Eh bien voilà, je viens de vous le dire, c'est de la casse cosmétique, c'est de la casse au niveau métallurgique. Ici, une vis de fixation d'un bridge transvissé. C'est aussi, je vais juste déplacer un peu mon médaillon, il ne veut pas partir, voilà. Ici, un implant d'un très important profil, pour ceux qui connaissent, c'est un implant de Zimmer Biomet TSV6, donc il y a un profil en titane extrêmement important et pourtant qui a cassé. Ici, une fracture d'un col implantaire ancien, très fin à l'époque, un peu en pétard, quelque chose d'assez caractéristique au niveau des fractures de col d'implant. Quelques images encore plus spectaculaires. Ici, un implant qui a carrément fracturé en deux dans son support osseux. Là, une image particulièrement incroyable d'un patient qui s'est fait traiter dans une clinique, je crois hongroise, mais peu importe, qui est un énorme bruxeur et qui a fait une casse absolument colossale. Autre conséquence du bruxisme, la périimplantite, dans certaines situations, peut être, un petit peu comme en parodontologie, peut être amplifiée quand il y a un stress occlusal, comme vous le voyez ici, sur cette reconstruction complète, une situation qu'on peut considérer comme catastrophique au niveau de la perte osseuse, au niveau de ces 3 implants. Vous voyez là encore, au niveau des faces occlusales, on voit les abrasions et les forces occlusales importantes. Alors, que nous dit la littérature sur le sujet? Si on remonte vraiment loin à aux études suédoises, c'est-à-dire l'étude de l'équipe du professeur Bradmark, la fameuse étude phare qui était l'étude d'Adel en 1990, qui a été publiée pour la première fois sur les implants dans le milieu dentaire,
sur plus de 4500 implants suivis jusqu'à 24 ans, des chiffres, période moyenne de 15 ans, des chiffres satisfaisants. Notez qu'on parle de survie implantaire. Ça veut dire que les implants sont encore en place. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de problème. Et déjà dans cette étude d'Adel, si on la regarde vraiment dans les détails, on peut lire qu'à 15 ans, il y a 16% d'implants fracturés. Donc 16% d'implants fracturés, c'est énorme. C'est énorme et c'est pour ça qu'on parle de survie, parce que les implants fracturés ne sont pas forcément déposés et sont comptabilisés comme des succès, entre guillemets, enfin plutôt comme des survies. Ça veut dire qu'il y a du stress mécanique dans ces constructions et il faut vraiment en tenir compte. Il faut vraiment se rendre compte que, et on va le voir un petit peu plus tard, que les restaurations implantaires ne peuvent pas être comparées à des restaurations dentaires classiques. L'étude de Kinsel que je vous évoquais juste tout à l'heure, donc sur des couronnes unitaires uniquement et des bridges partiels, pas du tout des reconstructions complètes, des reconstructions ici en céramique, donc plus de 700 implants sur 150 patients avec un suivi un usage de la prothèse d'environ 5 ans, donc 43 bruxeurs sur 150 patients, donc pratiquement 1 sur 3. Qu'est-ce que cette étude nous révèle comme chiffre? Que nous avons des fractures de céramique, donc c'est de la céramique à 5 ans, dans une proportion de 7% pour des patients en dessous de 60 ans. Ça monte à 12% quand on passe les 60 ans. Il n'y a pas de différence entre le maxillaire et la mandibule. Chez les non-bruxeurs, on observe 5% de fractures sur ces reconstructions implantaires, et tandis que chez les bruxeurs, on monte jusqu'à 20% de fractures. Il est à considérer, et cette étude le met bien en évidence, la nature de l'arcade antagoniste, qui va, selon ce qu'il y a en face, entraîner des taux de fracture différents. Par exemple, quand vous avez en face une prothèse amovible, vous n'avez pas du tout de fracture sur les reconstructions implantaires. Si vous avez en face des dents naturelles, vous pouvez avoir plus de 3% de fracture cosmétique, de la céramique donc. Si vous avez une restauration dentaire, vous allez monter à 5,7%. Et si vous avez en face une restauration implantaire elle aussi, vous avez des chiffres qui vont jusqu'à 16% de fracture. Donc, c'est quand même quelque chose d'important à considérer. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut retenir, je ne vais pas m'attarder sur ces études, mais ce qu'il faut retenir sur celles de Kinsel et Lin, c'est qu'il y a une augmentation significative des fractures quand on a un contexte de bruxisme, puisqu'on a 20% de fractures de céramique à 5 ans, que la nature de l'arcade antagoniste est importante et que si en face on a une restauration implantaire, on a 5 fois plus de fractures par rapport à une restauration, une arcade dentaire classique, et que s'il n'y a pas de gouttière de protection, il y a 2 fois plus de casse. On reparlera des gouttières un petit peu plus tard. Et moi, je rajouterais que, et on va parler très rapidement de l'occlusion, que si l'occlusion est mal réglée ou si le concept n'est pas raisonnable, comme vous pouvez le voir ici, quand vous avez une arcade mandibulaire opposée à 2 futurs implants, ici ce sont des guides chirurgicaux, forcément si vous ne sécurisez pas à l'arcade antagoniste, vous allez avoir de la casse. Alors il y a une étude très intéressante, plusieurs d'ailleurs, qui sont sorties sur les reconstructions d'arcades complètes. Donc là, ce sont des bridges complets transvissés, donc la technique suédoise d'origine. Donc ça, c'est une étude, l'étude de Bozzini qui est sortie en 2011, qui est très intéressante. Elle part d'une étude d'un tri sur plus de 8000 articles. 19 seulement sont retenus pour le sérieux de leur mise en œuvre. Et la période concernée, donc de 20 ans, de 90 à 2008. Et c'est quand même une étude extrêmement intéressante parce qu'on est presque à 1000 bridges complets transvissés, donc en résine. Hein, c'est la façon traditionnelle de reconstruire une arcade complète sur un plan. Traditionnel, ce n'est pas l'unique manière, mais enfin, c'est en général comme ça qu'on fait.
On en reparlera un petit peu plus tard aussi. Donc, avec plus de 900 patients de 28 à 93 ans. Alors, que nous dit cette étude? À 15 ans, donc sur 1000 bridges, il faut bien avoir ça en tête, on a plus de 6% de fractures des vis des piliers, donc des piliers, des multi-unit abutments, si vous voulez, les piliers qui sont vissés dans les implants et sur lesquels est inséré le bridge transvissé. On a 15% de dévissage des vis de la prothèse, ça c'est très important aussi, 15% c'est beaucoup. Ça prouve à quel point il est important de suivre nos patients dans le temps, parce que si vous commencez à avoir des dévissages dans un contexte de bruxisme, de vis, d'un bridge transvissé, admettons un bridge sur 6 implants, vous avez une vis qui commence à se dévisser, il y a des stress plus importants qui se font sur les autres vis, elles se dévissent aussi. Si le patient n'est pas suivi, vous pouvez aller jusqu'à des fractures ou d'une certaine mobilité du bridge sur les piliers, avec une possibilité de percolation, de périimplantite, etc. 11% de fractures des vis de la prothèse, donc les vis qui transfixent la prothèse pour aller se visser sur le pilier MUA, et beaucoup de fractures au niveau cosmétique. Alors, à 5 ans, 30% de fractures cosmétiques. Qu'est-ce que ça veut dire fracture cosmétique? Ça peut être un petit éclat, ça peut être aussi un bloc qui s'est carrément détaché, comme c'est le cas ici. À 10 ans, on est à plus de 50% de fractures cosmétiques. Et à 15 ans, on approche les 70% de fractures cosmétiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de phénoménal qui doit vraiment nous faire prendre en compte que la vie n'est pas un long fleuve tranquille en restauration implantaire, en prothèse sur implant, et qu'il faut s'attendre à ce que si vous faites ce type de restauration, vous serez amené à gérer des problèmes de casse mécanique, à gérer les reproches possibles que vous feront les patients, enfin à gérer le comportement du patient, enfin à gérer en tout cas des situations qui sont désagréables et qu'on aimerait éviter. Alors ça, c'était l'étude de Bozzini. Il y a une étude qui est sortie peu de temps après de Papaspiridakos dans le JOMI en 2012, qui est encore plus inquiétante puisqu'elle évoque plus de 60% de casse à seulement 10 ans. Donc 60% de casse, ça peut être un petit éclat sur une cuspide lié à des problèmes d'occlusion, de réglage d'occlusion, on va le voir après, mais ça peut être vraiment des problèmes importants à gérer et donc, comme je vous l'ai dit, pas facile. Alors, est-ce que le bruxisme serait une contre-indication à l'implantologie? On peut dire que c'est une contre-indication peut-être relative. En tout cas, ce qui est sûr, et comme l'a très finement souligné l'anglais Norton, il est clair que même si chez un bruxeur, on a à gérer des problèmes de fractures et de problèmes divers mécaniques, une restauration implantaire va quand même leur rendre service, leur permettre un rétablissement de la mastication, de l'occlusion et un impact évidemment psychologique très positif. Donc, à vous de voir si vous voulez tenter l'expérience, enfin le traitement ou pas avec ce type de patient. Et aujourd'hui, je suis là, si vous voulez, pour partager nos observations sur, pour ma part, une longue période d'activité implantaire, puisque ça fait 33 ans que je pose des implants maintenant. Et c'est sûr qu'au début, la vie est belle et qu'après quelques années, on commence à se rendre compte qu'il y a des problèmes en retour à gérer et malheureusement plus qu'on pense. Alors, comment gérer ces complications? Il y a deux volets distincts, si vous voulez. C'est d'abord d'essayer d'anticiper ces problèmes, de les prévenir si c'est possible. Et ensuite, si ces problèmes arrivent, et malheureusement, en général, ils arrivent quand même, on espère dans une proportion la plus petite possible, se permettre de faciliter une réintervention en pouvant réparer relativement facilement nos artifices prothétiques. Donc, pour anticipation d'abord, ce qui est absolument primordial, c'est d'avoir un bon concept occlusal.
Donc, nous savons tous qu'il y a une différence majeure entre la résilience, le comportement de la dent avec son ligament, qui a donc une certaine résilience qui est physiologique, et l'implant qui est considéré comme pratiquement sans aucune mobilité. Voilà, pratiquement parce qu'on va voir, il y a quand même quelques microns de jeu possible d'un implant. Donc ça, c'est très important. Il faut vraiment prendre en compte le fait que une dent peut bouger dans le sens transversal. On le voit par exemple au niveau de cette incisive supérieure. On peut avoir un jeu d'environ 20 microns sur un implant, tandis que sur une dent, on va avoir à peu près 100 microns sur une dent normale, si vous voulez, avec une mobilité de type 1. Dans le sens vertical, on va avoir pour un implant une toute petite mobilité quand même, qui est liée à la souplesse en quelque sorte osseuse, et tandis de 5 microns à peu près, tandis que pour une dent, on est à peu près à 28 microns, et ça peut aller jusqu'à 100 microns. Et, pardon, voilà. Et quand on est en mobilité pathologique, on est pratiquement mobilité 3, 4, on est pratiquement sur une mesure de millimètres, hein, même parfois 2 millimètres. Voilà, donc ça c'est quelque chose, déjà une notion très importante. Et il y a une deuxième notion qui est très importante pour aborder l'occlusion en prothèse sur implant, c'est la proprioception qui est très différente pour un patient s'il est en dentaire ou en implantaire, et en implantaire selon le type de prothèse. Voilà, la proprioception, le seuil de détection donc de contact entre deux dents, quand elles sont naturelles, il est de l'ordre de 20 microns. Donc 20 microns, c'est très fin. C'est en gros un cheveu. Si vous prenez un cheveu, pas les miens, mais les vôtres, et que vous interposez un cheveu, excusez-moi, il y a des bruits parasites. Si la femme de ménage veut bien arrêter de faire un peu moins de bruit dans le couloir, ça ira mieux. Donc, si vous mordez sur un cheveu, vous le sentez. Si vous avez un implant en bouche avec une couronne sur implant face à une dent et que vous mettez ce même cheveu entre cette couronne implantaire et la couronne dentaire, ça va déjà être plus difficile à percevoir parce que là, vous avez un seuil de détection qui passe à 50 microns. Il monte à plus de 60 microns quand on est entre deux couronnes implantaires. Et si vous avez une prothèse stabilisée par des implants, par exemple des boutons pression ou une barre, on est à 100 microns. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les malocclusions, quand l'occlusion n'est pas bien réglée, ne sont pas forcément détectées finement par le patient. Et ça peut avoir des conséquences extrêmement importantes. Voilà. Alors, dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous faites par exemple un réglage d'occlusion d'une couronne implantaire, comme c'est le cas de cette couronne 46, avec la couronne dentaire 45, vous voyez ici, en passant, en faisant les mouvements fonctionnels, vous avez voilà, un contact qui est à peu près équilibré entre 45 et 46. Mais quand on a compris qu'en serrant fort verticalement, la 45 et les dents voisines peuvent en quelque sorte s'enfoncer légèrement, comme vous l'avez vu avant, de quelques dizaines de microns, voire parfois plus. On ne sait pas ce que va donner la bouche de ce patient après des années. Et forcément, vous allez avoir une surocclusion, pas une interférence, mais une surpression sur la couronne implantaire. Et donc, il va falloir anticiper ce contact en occlusion, et donc avoir un contact légèrement diminué par rapport aux dents voisines. Alors, le principe du guidage canin n'est évidemment pas suffisant pour régler une occlusion. Je vous remontre cette petite vidéo qui est passée très rapidement.
Voilà. Souvent, quand on demande à un patient de mordre de côté, voilà le mouvement qu'il fait. Il fait simplement une disclusion de la mandibule latéralement et voilà, il vient en contact canin. Voilà, ça c'est un aspect de l'occlusion, mais ça n'est pas du tout l'occlusion. Enfin, ça n'est pas que l'occlusion. L'occlusion fonctionnelle, c'est ça, c'est un mouvement de rotation de la mandibule par rapport au maxillaire. Ce sont des entrées de cycle, des sorties de cycle, des cuspides d'appui et un mouvement qui n'est pas du tout une disclusion, mais qui est exactement l'inverse, donc avec une espèce de rotation. Et ça, c'est quelque chose de très important à considérer. Je vous donne un exemple. Quand vous avez à régler une couronne, par exemple, sur la 25, une couronne implantaire, vous faites faire une latéralité sortante avec le guidage canin, vous observez une interférence, soit, OK, on va la régler. Et donc, voilà, le même mouvement ne laisse plus apparaître d'interférence. Et on peut penser qu'à ce moment-là, le problème, on a anticipé le problème et qu'il ne va pas y avoir de souci au niveau du contact. Mais si on considère la mastication fonctionnelle, et ce n'est pas toujours facile d'aller faire mordre un patient comme ça, il faut parfois interposer des choses assez épaisses, pourquoi pas un chewing-gum, 4-5 épaisseurs de papier à articuler épais pour lui faire comprendre ce qu'on lui demande de faire, eh bien vous allez vous rendre compte que vous allez vous allez avoir de nouvelles interférences parce que la musculature qui est mise en jeu dans ces mouvements de mastication n'est pas du tout la même que la cinétique de la musculature qui est mise en jeu quand vous faites juste une disclusion. Et donc, ces interférences peuvent être vraiment extrêmement embêtantes quand il s'agit de reconstruction implantaire, puisque, je vous l'ai dit, le patient ne les perçoit pas forcément, et c'est ce qui est à l'origine de nombreuses fractures en implantologie. Donc, on va être obligé de passer du temps pour régler correctement ces entrées de cycle de façon à avoir quelque chose de bien équilibré. Et voilà quelque chose qui va fonctionner beaucoup mieux. Alors, sur une dent, ça peut être fait assez rapidement. Quand il s'agit de régler un bridge complet, qui soit transvissé ou scellé en céramique ou en résine, peu importe, ça prend beaucoup de temps, mais c'est absolument nécessaire pour éviter des problèmes. Enfin, en tout cas, pour les diminuer. Alors voilà, je vous ai parlé de résine, de céramique. Quel est le meilleur matériau dans ces contextes de bruxisme sur un plan? Est-ce que c'est la résine? Est-ce que c'est la céramique sur une armature métallique ou une armature zircone? Est-ce que c'est de la full zircone? Est-ce que ce sont les nouvelles céramiques d'apparition relativement récentes comme les céramiques hybrides qui sont des mélanges de céramique et de polymère? C'est difficile de répondre. L'expérience pour ceux qui les utilisent de céramique hybride, qui sont réservées, je crois, en tout cas uniquement pour les dents unitaires, semble relativement bonne. Après, au niveau de l'esthétique, c'est difficile d'avoir un résultat naturel comme on peut l'avoir avec une belle céramique bien travaillée par un professionnel. Voilà, donc ce qui est sûr, c'est qu'on observe de la casse. Vous avez vu dans l'étude de Kinsel, même si on a de la céramique, et quand on a des reconstructions complètes en résine avec les dents du commerce, entre guillemets, comme ça a été évoqué dans l'étude de Bosini, on a quand même beaucoup de casse. Donc, je pense personnellement que le choix du matériau peut évidemment être dicté par certains critères de réflexion au moment de l'élaboration du plan de traitement, mais que ce n'est, pour ma part, je ne pense pas déterminant sur les problèmes de fracture de cosmétique et qu'il faut avant tout bien régler l'occlusion. Alors, vous l'avez vu tout à l'heure sur un patient, la dimension verticale chez les patients âgés est souvent réduite, voire de plus en plus réduite, et on peut être amené à envisager une augmentation de l'ADV, ce qui n'est pas forcément facile. Alors, c'est plus facile évidemment quand on va reconstruire une arcade complète, dans le même esprit que quand on
va renouveler des prothèses amovibles, par exemple. On va évidemment très facilement relever la DV en prenant des dents plus hautes, etc. Par contre, quand on est dans un secteur unitaire ou partiel et que vous avez des dents à côté qui se sont effondrées, il y a un énorme travail à faire si on veut effectivement envisager de restaurer la DV. Et pour nous, qui sommes spécialisés en activité implantaire, qui ne faisons pas du tout de restauration dentaire classique, c'est une problématique qui n'est pas toujours facile à gérer avec nos correspondants qui ne veulent pas forcément se lancer dans une restauration complète, relever une DV, ce qui peut leur faire peur par rapport à un patient bruxeur qui a fait beaucoup de casse depuis des années. Pour ma part, j'ai la conviction que recréer une dimension verticale, c'est diminuer les stress, c'est supprimer les parafonctions qui peuvent se rajouter à la composante du bruxisme et qu'un patient qui retrouve une DV naturelle, physiologique, va avoir moins tendance à faire de la casse. Ensuite, en particulier pour les reconstructions complètes, il est indispensable de protéger nos restaurations avec une gouttière de protection nocturne. Les patients, souvent c'est la nuit que les bruxeurs donnent vraiment libre cours à leurs défauts. Et d'ailleurs, souvent, les bruxeurs ne se rendent pas compte qu'ils sont bruxeurs. Hein. Enfin, je veux dire, il y a je dirais, pour ma part, je pense, un patient sur deux pense qu'il ne bruxe pas, qu'il ne grince pas des dents et qu'il dit non, je fais très attention quand je mange que des choses molles, etc. Donc, il y a un vrai travail d'explication, de communication à faire. Et on a systématisé depuis quelques années le port d'une gouttière en arcade complète, en particulier au maxillaire. On va voir pourquoi après. Sur les reconstructions plus réduites, comme des reconstructions partielles unitaires, je dirais que on va évaluer la situation en fonction de chaque cas clinique. Mais complet, c'est clair qu'il faut protéger. Voilà, donc il est important aussi de bien communiquer avec les patients, de leur expliquer qu'ils sont des gens qui font grincer leurs dents, qui produisent des pressions très importantes et qu'il va y avoir des conséquences mécaniques. Malgré la qualité de ce qu'on va pouvoir leur faire comme travail. Il faut bien qu'ils comprennent ça dès le départ. Si vous sentez que le patient n'est pas prêt à écouter ce que vous lui dites, je dirais qu'à la limite, il sera peut-être plus prudent de s'abstenir plutôt que de rentrer dans des contextes de polémique. Voilà. Nous donnons, quand nous avons affaire à un patient bruxeur, nous ajoutons dans notre plan de traitement, notre devis éclairé, un texte comme celui-ci, qui explique bien que les études scientifiques, et pas seulement nous, ont rapporté un taux de fracture important. Il ne faut surtout pas que votre patient pense que c'est vous le fautif ou votre prothésiste, etc. Et donc, on lui dit bien qu'il est recommandé de porter une gouttière et que malgré ça, il va falloir envisager peut-être des réinterventions. Voilà. Ensuite, il est très important dans un contexte de bruxisme sur des restaurations implantaires de limiter les porte-à-faux mécaniques. Je dis limiter, j'aimerais dire supprimer, mais malheureusement, c'est pratiquement impossible de les supprimer, surtout en restauration complète, puisque en général, on a une résorption relativement importante qui a pu se faire. En restauration unitaire, là aussi, on peut avoir des porte-à-faux. Pour les chirurgiens implantaires, on sait que l'implant dans le secteur incisif, par exemple, on a toujours tendance à le mettre le plus possible palatinement. Je dis le plus possible, la marge de manœuvre est très réduite, mais de façon à se laisser un mur, si possible, stable, osseux vestibulairement, ce qui est très important pour la pérennité du traitement implantaire, aussi bien sur le plan biologique qu'esthétique. Et donc, voilà, ça, c'est ce que vous avez. Classiquement, ça, c'est une élaboration d'une dent provisoire transvissée. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on peut considérer comme un profil d'émergence normal, avec un implant qui est légèrement palatiné, mais pas plus que ça, et avec
un bombé qui va permettre de rattraper le profil d'émergence de la contralatérale pour que l'esthétique soit respectée. Ça, par exemple, c'est un implant qui est placé trop palatinement, avec un porte-à-faux extrêmement important. Alors, cet exemple me fait mentir parce que c'est un patient qui a simplement, enfin finalement, eu comme petite complication un dévissage de l'élément cosmétique. C'est un implant de bras de marque qui a été posé il y a au moins une vingtaine d'années. Mais vous pouvez bien imaginer que pour peu que vous ayez en face une arcade agressive, qu'il va se passer des choses. Il peut même se passer une fracture de la vis, un dévissage comme ça a été le cas, etc. Donc, c'est, si possible, à éviter. Pour un édentement unitaire au niveau prémolaire-molaire, ici une 46, un bon positionnement de l'implant, là encore une couronne transvissée, vous voyez la résine qui masque l'accès à la vis, au puits de la vis. Voilà, un implant bien positionné va nous permettre déjà d'avoir une couronne bien proportionnée, donc naturelle, mais aussi va permettre de bien répartir les forces mécaniques. Tandis que cet implant ici est mal, entre guillemets, positionné, c'est-à-dire qu'il est un petit peu trop distal. C'est une erreur assez classique en implantologie, surtout sur les molaires du bas. Quand on n'a pas trop d'expérience, on a tendance à se faire tromper visuellement et à mettre notre implant un petit peu trop distalement. Il est important, même pour une molaire, de se donner les moyens de vérifier que le positionnement du forage pilote est parfaitement bien placé dans les trois sens de l'espace, enfin dans les deux sens de l'espace, en l'occurrence mésiodistal, vestibulolingual, pour éviter justement des porte-à-faux intrinsèques et des risques de fracture. Alors, les dentés complets, ça, c'est un autre problème, beaucoup plus compliqué. Et là, on repart sur l'étude de Bozzini avec toutes ces casses cosmétiques. Il est évident que quand vous avez affaire à une structure osseuse résorbée, voire atrophiée, comme c'est le cas ici, vous voyez, là, vous avez une reconstruction 3D à partir d'un cone beam pour lequel le patient a été porteur un petit dispositif prothétique avec des dents opaques. Donc, on voit où se trouvent les dents pour le soutien de la lèvre, pour l'occlusion, et où vont être les implants. Donc, il est évident que là, on va avoir des porte-à-faux importants prothétiques. Donc, s'il y a du bruxisme et s'il y a une arcade en face qui est agressive mécaniquement, il va forcément y avoir de la casse. Vous voyez, vous avez souvent sur les reconstructions complètes, en particulier au maxillaire, parce que le maxillaire a une résorption qui est centripète, donc le maxillaire devient de plus en plus petit par rapport au couloir prothétique, et donc vous allez avoir des porte-à-faux, souvent postérieurs. D'ailleurs, ça tombe mal parce que c'est justement là que les pressions occlusales sont les plus importantes. Chez un bruxeur, on peut avoir 200 newtons centimètres, donc 20 kilos facilement, même plus. Et donc, vous pouvez bien imaginer qu'après des milliers de cycles, il va se passer quelque chose. Donc, il est très important pour un édenté complet, en particulier au maxillaire, de ne pas se tromper dans le choix de l'option et dans l'indication d'un bridge transvissé. Donc, rappelez-vous l'étude de Bozzini, 66% de fractures cosmétiques à 15 ans. On remonte à déjà 20 ans en arrière sur la période d'observation de toutes ces études. Je pense que avec tout ce qu'on a appris depuis 20 ans, on va certainement, si une étude pareille est refaite, on va certainement avoir des chiffres qui seront plus favorables parce qu'on ne va pas systématiser le choix d'un bridge transvissé qui, dans ce genre de situation, dont la rigidité dans ce genre de situation n'est pas du tout appropriée au contexte de bruxisme. Donc, il faut penser à autre chose. Et pour ma part, je pratique cette autre option assez rarement, mais depuis très longtemps, depuis certainement 20-25 ans. Je fais d'ailleurs une présentation assez complète sur ce sujet qui dure une heure et demie à peu près. Donc là, je vais vraiment juste vous l'évoquer en 3 minutes.
C'est ce qu'on appelle une prothèse, enfin il y a différentes appellations, mais une prothèse télescopique sur une barre fraisée. Prothèse télescopique qui peut être appelée par certains bridge amovible aussi, télescopique, ou une prothèse inamovible. J'ai déjà entendu dire aussi double barre. En fait, là, vous avez une barre fraisée qui n'a rien à voir avec une barre de Dolder ou d'Ackermann qu'on sort en quelque sorte du tiroir. Là, c'est fait vraiment par fraisage, donc par fonderie dans le temps. Encore certains prothésistes qui sont de très bons artisans le font, mais maintenant plutôt par CFAO. Et sur cette barre qui a un profil vraiment de rail dont on peut varier la conicité, vient une deuxième structure qui est donc la contrebarre que vous voyez ici au milieu, qui peut être faite aussi bien sûr par CFAO. Et donc il y a vraiment une imbrication parfaite de ces deux structures qui fait qu'on a une tenue extrêmement intéressante qui est complétée en plus par des systèmes axiaux, des boutons pression, en l'occurrence des Secarevax, et qui donc vraiment donne effectivement un comportement à cette prothèse de pratiquement de comportement fixe. C'est pour ça qu'on l'appelle parfois bridge amovible. Et donc, c'est une prothèse en fait amovible qui est équipée avec des dents du commerce. Et le gros avantage pour le patient, le premier avantage le plus apprécié, c'est qu'il n'y a pas de palais. Et que, bon, là, en l'occurrence, il y a quand même un petit débord sur le palais parce qu'on avait une résorption extrêmement importante, mais il y a très peu de palais et il est très à l'aise avec cette prothèse en bouche. Donc, on a un comportement pour le patient qui est pratiquement identique à un bridge transvissé, mais avec un certain nombre d'avantages. Et en l'occurrence, dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a quand même une toute petite résilience qui permet d'encaisser, si vous voulez, les pressions importantes et qui permet donc de diminuer cet impact mécanique quand il y a ces porte-à-faux très importants. Regardez ici, vous avez un maxillaire qui est très résorbé, donc une classe 3 qui a été induite par cette résorption, et on a remonté en classe 1. Donc vous imaginez, vous voyez le rapport de la molaire avec la dent du bas. Vous voyez, la molaire est ici, donc vous imaginez le porte-à-faux par rapport au pilier implantaire. Si on avait fait du transvissé, on aurait certainement eu cette image de fracture que je vous ai montrée un petit peu plus tôt. Donc ce patient, on l'a vu pendant 20 ans. Et regardez, cette barre à l'époque a été faite en fonderie, c'était du Vitalium. Ça vous donne une image un peu bizarre au niveau de la couleur, on a l'impression que c'est de l'or, mais en fait non, je pense l'éclairage qui a donné cette impression. C'est du Vitalium, vous savez que le Vitalium c'est un métal qui est très dur, c'est ce qui constitue nos prothèses à châssis en général. Et regardez ce métal tellement dur, comment il a pu être écroui ici. J'espère que la qualité de l'image est bonne sur vos écrans. Pour arriver à écrouir du Vitalium, je peux vous dire que le patient a développé des pressions extrêmement importantes. On le voit aussi un petit peu ici dans la contrebarre. Et vous voyez la prothèse à 20 ans. Il n'y a pas eu de problème mécanique pendant ces 20 ans. Bon, on a été amené à changer effectivement peut-être les CK. Je vous dis encore, je n'en ai pas le souvenir, mais il nous arrive de les changer, bien sûr. C'est très facile d'ailleurs à faire, puisqu'il suffit de prendre un petit tournevis cruciforme, de dévisser cette petite partie mâle, en quelque sorte, de son logement, lequel est collé dans l'intrados de la partie métallique de cette contrebarre. Donc, dévisser ce petit bouton pression, en revisser un autre à la place, ça prend, allez, 1 minute. Voilà, en tout cas, aucune fracture de cosmétique chez ce patient pendant 20 ans. Imaginez ce qu'on aurait eu à gérer si on avait mis en place un bridge transvissé avec ces pressions. Voilà, et pour terminer avec le traitement anticipatif, en quelque sorte, il nous arrive d'adresser nos patients, nos très, très gros bruxeurs, à des chirurgiens esthétiques ou maxillofaciaux ou oraux ou stomato,
parce que nous-mêmes, nous ne le faisons pas, pour faire un traitement avec du Botox, donc la toxine botulique. Donc, il va y avoir des injections en général au niveau du masséter qui peuvent être renouvelées selon une période qui est à définir selon le comportement du patient. Ça peut être tous les ans, parfois tous les 6 mois. Enfin, voilà, c'est à définir avec l'équipe soignante. Et vous allez avoir un effet de relâchement des muscles de la mastication, les muscles élévateurs, le masséter en particulier, et donc une diminution considérable des stress occlusaux. Et regardez, ce sont des images que j'ai prises sur le net. Hein. Regardez le changement de morphologie de ces patientes avant et après le traitement au Botox. On a vraiment des patients qui se relâchent et on a beaucoup, beaucoup moins de stress à ce moment-là au niveau mécanique. Voilà, donc ça, c'était le traitement par anticipation. Et ensuite, malgré tout ça, on va avoir de la casse et il va falloir essayer de la gérer au mieux. Donc, il faut essayer de faciliter le démontage pour pouvoir réintervenir, réparer. Donc, en prothèse unitaire, on essaie de privilégier, pour tout un tas d'autres raisons d'ailleurs, une couronne transvissée qui va donc pouvoir se dévisser très facilement, ce qui ne sera pas le cas si on est en couronne scellée sur des piliers transvissés. En édentement partiel, c'est un peu différent. Il n'est pas toujours simple d'avoir un petit secteur de bridge comme ça transvissé parce que un petit secteur édenté, parce que les axes des implants ne sont pas toujours ce qu'on voudrait par rapport au couloir prothétique. À la mandibule, on a souvent un os qui est un petit peu incliné dans ce sens et au maxillaire dans ce sens. Donc, à la mandibule, vous allez vite avoir un implant qui va être, dont l'axe va sortir un peu trop à notre goût lingualement, ce qui fait qu'on va avoir des parois très fines. Tandis qu'au maxillaire, ça va être l'inverse. L'axe va sortir plus vestibulairement et on peut avoir une cuspide vestibulaire en céramique très fine et donc fragile. Tandis qu'ici, à la mandibule, vous pouvez avoir un porte-à-faux très important. Et pour peu que vous ayez mal réglé l'occlusion, vous pouvez avoir un véritable fracas, comme un espèce de pan d'iceberg qui tomberait. Et ça peut être très vite difficile à gérer. Vous avez beau réparer, ça va recasser, etc. Voilà, donc ce n'est pas forcément ce qu'on privilégie, même si je sais que la tendance actuelle est, avec le stress des périimplantites, est de supprimer au maximum les ciments de scellement. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais chacun a ses opinions. Je pense que si les limites sont bien conçues par rapport au ciment de scellement, par rapport au problème du ciment de scellement bien conçu, ça veut dire quoi? À peine juxtagingival ou très, très légèrement infragingival, on arrive quand même à nettoyer correctement. Ce que nous apprécions pour un bridge scellé, si vous voulez, c'est que contrairement à ces bridges vissés, on va avoir des faces occlusales qui sont intègres, qui ne sont pas fragilisées par l'entrée d'une vis. Et je trouve que un petit bridge en céramique comme ça partiel va mieux se comporter dans ce contexte de bruxisme. Alors, le problème, c'est chez les bruxeurs, c'est la gestion du ciment parce qu'on veut quand même se donner les moyens de déceler. Donc, on va utiliser un ciment relativement léger, type Thembond, par exemple. Mais un bruxeur qui vous décèle son bridge 2 ou 3 fois en un mois, ça va vite l'énerver et vous allez avoir tendance à prendre un ciment un peu plus fort et du coup à ne pas pouvoir forcément pouvoir démonter pour réintervenir. Voilà, pour réintervenir, on va prendre des arrache-couronnes type Andrève, vous voyez, avec des fils qu'on va passer à différents endroits et on tape un bon coup et en général ça sort. Mais dans ce contexte de bruxisme, nous, ce qu'on privilégie vraiment, c'est
un bridge mixte en quelque sorte qui va être à la fois scellé sur des piliers antérieurs et vissé en général à l'arrière, comme c'est le cas ici sur ce petit bridge de 4 éléments, on va dire. Donc, vous avez les deux premières prémolaires ici qui sont scellées sur les piliers classiques, des faux moignons implantaires, tandis que le pilier à l'arrière est un pilier type MUA, qui va être simplement transvissé. Bon, ici, c'est juste une petite patte comme ça métallique parce que l'occlusion ne permettait pas de faire quelque chose de plus important, mais ça peut très bien être une couronne plus importante, carrément en occlusion. Donc ça, c'est très intéressant chez le bruxeur parce que ça va vous permettre de réintervenir assez facilement, enfin non, très facilement, puisqu'il va suffire, vous voyez ici, on a eu de la casse, malgré que ce soit de la céramique, et vous voyez là, ce n'est pas un problème d'occlusion, c'est vraiment un problème de flexion, d'appui extrêmement important chez le bruxeur. Ici, on a choisi carrément une couronne métallique, donc qui est transvissée. On voit ici l'accès à la vis. Et ça nous permet, si vous voulez, de dévisser très facilement s'il y a un problème. Ici, le bridge a été décellé. Vous voyez, là, ça, c'est le pilier, un pilier TSI chez Zimmer Biomet, donc l'équivalent d'un MUA, Multi-Unit Abatement. Et donc, ça va vous permettre de dévisser, de déceler ce bridge très facilement en dévissant le pilier postérieur qui a été serré en général à 30 newtons. Ça nous permet d'ailleurs aussi de gérer beaucoup plus facilement la tenue de ce bridge, la rétention de ce bridge, tandis que devant, on a scellé avec un ciment léger. Et donc, à partir du moment où on a dévissé, on met un petit coup là-dessus, ça sort, et ça permet de faire une réparation finalement très rapide, sans faire plus de casse pour le décrocher. Alors, pour finir avec l'édentement complet, et presque déjà l'heure va être passée, c'est assez étonnant comme ça file vite, on a la possibilité de faire une reconstruction de l'arcade en céramique. C'est plutôt rare, mais enfin ça nous arrive quelques fois dans l'année. Donc, la grande majorité des cas, c'est des bridges transvissés en résine. Donc, quand on fait de la céramique, on essaye de ne pas transvisser. On essaye de faire dans l'esprit de ce que je viens de vous dire pour l'édentement partiel, c'est-à-dire sceller et visser. En fait, en général, on se débrouille dans notre étude du cas préalable pour répartir les implants de façon à pouvoir concevoir 3 bridges différents pour plusieurs raisons, mais par exemple, pour la réintervention, ça va être assez facile de gérer les problèmes de casse. Alors, on a un bridge antérieur, ici en l'occurrence 12-22, mais ça pourrait être 13-23, tout dépend de la répartition des implants postérieurement. En général, et je dirais même presque systématiquement, on n'observe pas de casse au niveau antérieur, pour peu que l'occlusion soit bien réglée, la fonction d'incision. Et par contre, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de la casse postérieurement. Donc, on adopte le même principe, c'est-à-dire qu'on va avoir des couronnes pleines, en quelque sorte, qui vont être scellées, tandis que derrière, ici, vous voyez, il y a des petites pattes qui ont été céramisées par le prothésiste, qui sont donc vissées sur les piliers coniques, donc type MUA, et qui va, de façon identique au cas précédemment montré, permettre de décrocher très facilement ces bridges pour faire une réparation s'il y a de la casse. Voilà, mais la majorité des cas, c'est la reconstruction type Bradmark, c'est-à-dire le choix d'un bridge avec des dents du commerce, de la fausse gencive, qui va donc être lui-même vissé sur des piliers type MUA. Donc ici, on n'a pas d'étage intermédiaire. Enfin, si, l'étage intermédiaire, ce sont ces piliers. Et voilà, je fais juste une petite parenthèse, on ne fait pas de construction directement dans les implants.
Mais le choix de cette option est vraiment limité par l'atrophie du maxillaire. C'est-à-dire que si on a une résorption importante, on va, avec un contexte de bruxisme, on va embrayer sur la restauration dont je vous ai parlé avant, c'est-à-dire le bridge amovible sur barre fraisée, qui donc est amovible, mais qui a ce comportement très confortable pour le patient, proche d'un bridge fixe, tout en ayant une petite résilience. Vous voyez, c'est dans ce genre de situation ici, maxillaire très atrophié versus arcade dentée inférieure, qu'on choisit ce type de restauration. Il y a une étude très intéressante qui a été faite sur ce sujet il y a 10 ans maintenant, sur une synthèse pas beaucoup de publications dans la littérature internationale, 20 publications donc sur 20 ans entre 98 et 2008. Ça fait 10 ans. Je sais 20 ans, pourtant je me suis trompé dans l'année, désolé. Je pense que c'est 88 à 2008 peut-être. Voilà, et les conclusions sont unanimes de tous ces auteurs, c'est qu'il y a de très bons résultats à long terme, le comportement mécanique, donc, comme je viens de vous le dire, analogue à un bridge. La maintenance, finalement, elle est très réduite, c'est le cas de ce patient bruxeur que je vous ai montré à 20 ans, et elle est simple quand il y a de la maintenance à faire, ça peut être éventuellement changer un bouton pression, ou le réactiver. S'il y a de la casse au niveau cosmétique, c'est très facile à réparer aussi. À la limite, on peut le faire directement en bouche. Et donc, les conclusions, c'est que c'est une option qui est vraiment adaptée à des cas de résorption importantes et en particulier au bruxisme. Et pour tout vous dire aussi à des patients qui nettoient mal qui n'ont pas de capacité à nettoyer correctement. Donc, ce sera beaucoup plus facile de nettoyer les structures implantaires quand on aura décroché ce bridge amovible que si vous êtes avec un bridge fixe, avec des porte-à-faux qui font que le nettoyage est extrêmement difficile de zones extrêmement inaccessibles. Voilà. Tout au long de ces dizaines d'années d'implantologie, j'ai vraiment acquis la conviction qu'on ne pouvait pas proposer n'importe quelle option prothétique à n'importe quel patient et que dans certaines situations, il fallait vraiment pouvoir disposer d'une prothèse que je considère comme tout terrain. Et c'est sûr que c'est moins, comment dirais-je, glorieux, moins fashion qu'un joli bridge transvissé. Mais je peux vous dire que, et je finirai en conclusion d'ailleurs, qu'on va considérablement réduire le stress lié à ces réinterventions, à ces fractures, à ces reproches de nos patients, et il y aura beaucoup plus de sérénité pour toute l'équipe soignante. Donc voilà, en conclusion, je voudrais vous dire que il est extrêmement important de bien choisir l'option prothétique. L'occlusion est primordiale. En restauration complète, une protection nocturne est indispensable. Pensez au Botox pour les cas vraiment sévères et donc se donner les moyens de réintervenir facilement. Voilà. Pour conclure, un petit clin d'œil à une patiente fétiche du cabinet que j'ai suivi pendant longtemps à la fac aussi, qui a eu de nombreux problèmes et qui a fait l'objet d'une restauration justement par bridge amovible sur barre fraisée, donc une prothèse amovible sur barre fraisée. Et je lui donne la parole pour le mot de la fin. Donc, satisfaite? Très satisfaite. Je remercie le Seigneur et Michel Metz. Ah, un petit peu quand même moi, c'est bien. Eh oui, le Seigneur avant tout. Hein. Voilà, je vous remercie. Une heure qui a passé bien vite. Je ne sais pas s'il y a encore du temps pour les questions. Alors moi, je vous propose peut-être, Michel, on va peut-être déborder 5 minutes éventuellement pour les questions. Ceux qui ne peuvent pas suivre, ne vous inquiétez pas, j'enverrai à chacun le replay. Donc, il pourra revoir éventuellement la fin de la conférence sur le replay. Très bien. Voilà. Donc, on déborde juste 5 petites minutes. Il y avait le docteur Sean qui demandait souvent les patients bruxeurs, donc on l'explique qu'ils sont bruxeurs, etc.
Et eux, ils leur posent souvent donc les questions, comment faire pour soigner le bruxisme? Ça veut dire retourner à la source, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour ces patients bruxeurs pour se soigner de ce mal? Parce que finalement, voilà. Oh, là, on est vraiment On dans le… déborde un peu, hein, ça va faire petit. Non, 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 c'est une question très intéressante. On est dans le conceptuel, là, il faudrait, très, très honnêtement, je pense qu'il faudrait les envoyer chez un psy. Les vrais bruxeurs, c'est du bruxisme centré, ça sort complètement de notre domaine de compétences. Le problème des bruxeurs, c'est qu'en général, les vrais bruxeurs, si vous voulez, il peut y avoir un bruxisme environnemental, essayer de comprendre avec le patient pourquoi. Moi, j'ai eu l'occasion de voir des patients pendant des années, tout allait bien et tout à coup, ils se mettaient à bruxer. Ça peut être du stress dans la vie privée, dans la vie professionnelle, etc. Essayer de gérer ça, mais après, on n'est pas des psychologues ou des psychiatres, on est juste des mécaniciens quelque part dans ce genre de situation. Et c'est des patients qui souvent refusent de se livrer. C'est pas du tout facile de remonter à la source, malheureusement. Mais c'est clair que c'est ce qu'il faudrait faire. D'accord. Une autre question qui vous a été posée. Y a-t-il une différence entre la pérennité des restaurations vissées et de celles qui sont scellées? Alors, tout dépend de ce qu'on arrive à avoir comme axe de sortie des vis par rapport à la partie cosmétique. Si on a des possibilités de piliers angulés, mais parfois même, malgré ça, on a dans des cas très résorbés le fait que les vis traversent la partie cosmétique, ça, malheureusement, ça la fragilise. Et si on veut se donner les moyens justement de réintervenir en faisant du vissé, parfois on tend le bâton pour se faire battre et quelque part on va générer plus de risques de problèmes de fracture. Je dirais que c'est au cas par Cas cas. par cas. Ouais, c'est difficile. Il faut vraiment faire une étude la plus minutieuse possible préalablement avant de se lancer dans le choix d'une option. Et actuellement, on parle beaucoup, mais beaucoup en avant les reconstructions pilotées par informatique, etc., où on a prévu au départ d'extraire, de mettre tout de suite en place un bridge transvissé, etc. Moi, je trouve que parfois, c'est dangereux, enfin dangereux, c'est risqué parce que on ne sait pas très bien comment va devenir le maxillaire après cicatrisation osseuse. Je pense que parfois, il est plus prudent, quand on a affaire justement à un contexte de bruxisme, un contexte à risque, il est plus prudent de passer, même si ce n'est pas très enthousiasmant pour le patient, il est plus prudent de passer par une prothèse amovible, laisser cicatriser les tissus, laisser se stabiliser la structure osseuse et à ce moment-là seulement faire une véritable étude très fine des porte-à-faux en particulier, une étude esthétique avec des maquettes, etc., pour voir si l'option de prothèse transvissée rigide, avec peut-être des porte-à-faux importants, sera judicieuse. D'accord. Ok. Vous parliez aussi de préconiser des gouttières hein, pour maintenir justement la restauration Oui, implantaire que vous avez oui, oui, tout à fait. là. Alors justement, le docteur Sean vous demande, est-ce que c'est des gouttières plutôt rigides ou souples, vous préconisez? Alors, pour notre part, par expérience, quand on choisit des gouttières souples chez un bruxeur, il nous les lamine en quelques semaines, voire quelques jours. Ah, Euh, carrément. oui, oui, un vrai bruxeur, je pense qu'il est plus prudent de choisir une résine relativement dure, oui, absolument. Et souvent, même chez un gros bruxeur, on en fait deux tout de suite. D'accord. Vous parliez également du ciment de scellement provisoire éventuellement. Est-ce que justement c'est plus facile, il y a plus des ciments qui sont peut-être plus préconisables que d'autres? Pour les ciments provisoires? Oui, pour les ciments provisoires. Non, je n'ai pas de conseil particulier à donner. Nous, on utilise le thème bond depuis fort longtemps. Il peut nous arriver d'utiliser aussi un ciment, entre guillemets, définitif comme un ciment provisoire
comme un polycarboxylatalo, que personnellement j'aime bien utiliser parce qu'il est relativement élastique quand on va le retirer. Il y a une petite période de 30 secondes là où on peut vraiment très efficacement retirer tout l'excès de ciment. On peut le vasiner un petit peu, donc du coup ça va le rendre un petit peu moins dur quand même et un peu plus proche d'un ciment provisoire. Mais sinon, voilà, plein bond. Bon, bah, très bien. Bon, en tous les cas, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. Je vous renverrai de toute façon à tous le replay. Excusez-nous d'avoir débordé de ces 5 minutes supplémentaires. Merci à Michel de l'avoir brillamment animé. Et puis à très bientôt pour la semaine prochaine à 13 h également avec le docteur Luigi Berto autour d'un thème, réussir sa greffe autogène étape par étape. Voilà. À Merci très bientôt. beaucoup. À Au revoir bientôt. Michel. Merci À pour tout. bientôt à Paris, j'espère. Merci. Au revoir.